Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télé-école, la chaîne 100% éducative. Vous êtes sur le plateau de Science Tech, qui est l'émission qui aborde tous les sujets scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, nous abordons un thème crucial. Dans l'ère d'aujourd'hui, nous parlons des enjeux de la digitalisation. Pour pouvoir développer cette thématique, j'ai un invité qui s'y connaît très bien. Il s'agit de monsieur Gérard Joseph Francisco da Costa. Bonjour monsieur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bien, merci, et vous? Merci, je vais très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télé-école. Tout le plaisir pour moi. Ah, d'accord. Je tiens à préciser que monsieur da Costa est consultant en cybersécurité, cofondateur de Dara IT, qui est une initiative dédiée à l'éducation et la formation en informatique en général, mais aussi il est co-créateur de la communauté Route SN. C'est ça. Vraiment, vous êtes dans plein d'activités. Ouais. Cela montre que vous êtes vraiment à fond dans la thématique d'aujourd'hui. Parce que je vous assure que mon invité aujourd'hui s'y connaît très bien. Bon, sans trop tarder, je pense qu'on va commencer à discuter de la thématique d'aujourd'hui, qui est les enjeux de la digitalisation. On commence par la première question. Pourquoi la digitalisation est-elle aussi importante dans le secteur administratif aujourd'hui? Merci beaucoup pour cette question. Merci. Donc, c'est une question très importante parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on parle de digitalisation, d'abord, c'est quoi la digitalisation? Oui. Nous savons que qu'est-ce qui a conduit à la digitalisation? C'est les avancées fulgurantes de l'informatique. Donc, l'informatique aujourd'hui, c'est le traitement automatique de l'information par le biais de l'ordinateur de notre appareil qui est capable d'effectuer des travaux automatiquement. Maintenant, on a vu qu'avant, les gens aimaient le travail manuel. Et ça conduisait à une lenteur de la disponibilité de certains documents administratifs et parfois des erreurs aussi. Et de la falsification derrière. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui peut prendre un document, écrire, ainsi de suite. Maintenant, la digitalisation couvre tout cela. C'est vrai. Elle apporte de la rapidité. Elle apporte tout ce qui est accessibilité. Donc, n'importe où je suis, je peux avoir un document administratif. Aujourd'hui, prenons le cas des casiers judiciaires. Si vous n'êtes pas dans la localité où vous êtes né, vous ne pouvez pas avoir de casier judiciaire. Il faut soit partir ou envoyer quelqu'un qui va aller vous chercher. Donc, c'est difficile. C'est pourquoi aujourd'hui, la digitalisation permet de centrer tous ces documents administratifs en un lieu et permet le traitement automatique de ces informations. Mais, il y a quelque chose derrière. Qui dit digitalisation dit aujourd'hui beaucoup d'enjeux derrière, beaucoup de défis. Et je pense qu'on va développer par rapport à cela. Déjà, dans votre réponse, on peut déjà voir les avantages même de la digitalisation dans le secteur administratif. Vous avez parlé de rapidité, d'accessibilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Si on suit le modèle manuel de chaque jour, lorsque tu vas, par exemple, vous avez pris l'exemple du casier judiciaire. Si tu n'es pas là, c'est compliqué. Il faut forcément faire un voyage ou bien demander à quelqu'un de se faire, mais c'est compliqué. En tant si on opte pour la digitalisation, ce sera beaucoup plus facile. Ça veut dire que où que tu sois, tu pourras avoir accès à tes documents sans problème. Et franchement, est-ce qu'il y a encore d'autres avantages dans tout ça? Oui, surtout l'autre que je vais dire, la transparence. Aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, parfois quand c'est manuel, quelqu'un peut créer un papier, peut me renseigner des informations, alors qu'aujourd'hui, on peut pas, s'il n'y a pas un contrôle strict, on ne peut pas vérifier l'authenticité de cela. Alors que dans la digitalisation, les personnes qui ont accès à cela, après je vais parler de solutions par rapport à cela, ils pourront vraiment vérifier de manière rapide l'authenticité de ces papiers. D'accord. Mais quand on parle de digitalisation, on parle aussi de défis techniques. Quels sont les défis techniques de la digitalisation aujourd'hui? Bon, moi je vois deux défis. D'abord, il y a les défis liés à l'infrastructure. Qui dit digitalisation, il faut mettre en place d'abord ce qu'on appelle la souveraineté numérique. Donc aujourd'hui, nous devons avoir nos propres data centers pour héberger nos propres données nationales. Donc on a
Je pense qu'il y a Sénégal Numérique qui a lancé son data center. Donc, reste à voir aujourd'hui s'il est opérationnel et qu'est-ce qu'il va vraiment nous apporter par rapport à cela. Il faut aussi notre supercalculateur pour qu'il puisse vraiment fonctionner, pour calculer aujourd'hui, pour que derrière, il y ait ce qu'on appelle du big data, de l'analyse de données, pour pouvoir vraiment anticiper sur la population, parce que c'est très important. Dans certains pays, aujourd'hui développés, les gens, par rapport aux données administratives et aux données des échanges des populations, ils permettent de pouvoir anticiper sur plusieurs problèmes, les problèmes de santé, les problèmes d'éducation, les problèmes agriculture, etc., etc. Parce qu'il y a des données qu'ils reçoivent et il y a ces machines-là importantes qui vont pouvoir analyser. Maintenant, il y a aussi cette partie formation. Et j'insiste sur cette partie. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, si on met l'infrastructure, et qu'on n'a pas des gens compétents qui sont capables de pouvoir gérer cela, on risque d'appeler des étrangers pour qu'ils viennent vraiment gérer cela. Et là, on parle plus de souveraineté. Donc aujourd'hui, on doit être capable de non seulement faire de la formation et de créer comme moi j'aime l'appeler, des cyber-djambars. Donc c'est des personnes qui seront là pour gérer cette cyber-infrastructure numérique, qui seront des Sénégalais qui auront la fibre patriotique pour pouvoir vraiment gérer cela. Et aussi, on doit faire les logiciels qu'on va mettre, que ça soit des logiciels Made in Sénégal, développés par des Sénégalais qui vont, même s'ils utilisent un autre code, mais ils vont un peu altérer pour pouvoir rendre authentique nos logiciels. Oui, c'est vrai. Ça, je suis d'accord avec vous. On a besoin d'avoir du Made in Africa. On a toujours tendance à faire appel aux autres, mais il est temps vraiment que les Africains soient autonomes sur, par exemple, la digitalisation qui est très importante aujourd'hui. On fait tout avec, en réalité. Mais il n'y a pas aussi les défis par rapport à la nation elle-même. Parce que c'est nous qui allons utiliser par exemple, si tu veux un casier, il faut apprendre à les télécharger, aller peut-être introduire des informations. Est-ce qu'il faut aussi une sensibilisation au niveau de la population pour avoir une meilleure approche? C'est ça, c'est pourquoi j'ai dit formation. Par le mot formation, ça couvre tout. Déjà, il faut ces personnes qui doivent gérer cela puissent être formées. Maintenant, c'est à eux aussi de former la population. Et je pense peut-être les chaînes de télévision, comme vos chaînes, etc., peuvent participer à cela. Vous aurez un rôle très important en créant des émissions ou des reportages qui vont permettre aux populations de pouvoir. Et il faut pas qu'on oublie. On est dans un pays où beaucoup de personnes ne sont pas alphabétisées. C'est vrai. Donc, il faut vraiment inclure les langues locales et voir en fait comment se rapprocher du bas peuple. Parce que parfois, on oublie le bas peuple. On crée des choses, on met en place des choses, mais on oublie que le bas peuple aujourd'hui n'est pas concerné. Parce que parfois, on pense que Sénégal, ça se limite à Dakar. Et alors qu'aujourd'hui, on doit penser à ce bas peuple. Et je pense que Sénégal Numérique est en train de faire un excellent travail. Ils ont mis en place ce qu'on appelle, je pense, des Sénégal Services, des espaces Sénégal Services dans différents départements. Et ça permet vraiment à la population aujourd'hui, s'ils ont besoin de papier, d'aller là-bas et de pouvoir gérer certains papiers. Et pourquoi pas, on peut utiliser ces espaces-là pour faire de la formation. Effectivement. C'est une très, 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 très bonne initiative pour ce groupe-là. Vraiment, chapeau à vous. Quand on parle de digitalisation, on parle de données, on parle de fuite, on parle de sécurité. Comment garantir la sécurité et la confidentialité des données pendant cette transition-là vers la digitalisation? J'attendais cette question parce que de base, je suis un ingénieur en cybersécurité. Oui, effectivement. Et ma spécialité, c'est la partie management de la sécurité des systèmes d'information. Donc, sur cette partie, il y a plusieurs niveaux. Donc, il y a la partie sensibilisation, mais il y a la partie réflexion. Mettre en place des stratégies qui vont permettre vraiment de pouvoir assurer ce qu'on appelle la sécurité. Parce que la sécurité à 100% n'existe pas. Maintenant, comment cela va se faire? Aujourd'hui, on doit prendre l'exemple sur d'autres pays qui ont réussi cela. Donc moi, j'aime donner l'exemple de l'Estonie. Parce qu'aujourd'hui, c'est un pays qui est hyper digitalisé. Mais attention, quand on parle de digitalisation, cela attire des personnes qui sont mal intentionnées, qu'on appelle les black hackers. Quand on dit hacker, parfois les gens pensent qu'un hacker, c'est quelqu'un de mal intentionné. Non, un hacker, c'est une personne curieuse. Maintenant, en fonction de ses actes, c'est là qu'on pourra le catégoriser. Moi, aujourd'hui, on peut me catégoriser comme un white hat. Parce qu'aujourd'hui, moi, je mets mes compétences au service du bien. Et il y a le mot éthique. Maintenant, il y a un grey hat qui est au milieu, qui parfois il met ses services au bien, ou parfois, donc lui, il sait pas là, il est maintenant, il y a un black. C'est pourquoi parfois les journalistes disent, ouais, on a affaire à un hacker, etc., etc. Il faut toujours qu'on éclaircisse cela. C'est le black hat. C'est cette personne-là qui est une personne mal intentionnée et qui est toujours prêt
à faire du mal pour n'importe. Maintenant, quand on parle de digitalisation, c'est lui dire, monsieur, venez, on a un gros terrain, donc c'est ça qu'on appelle la surface d'attaque. Donc, on augmente notre surface d'attaque. Et quand on augmente notre surface d'attaque, il faut la protéger. Et comment la protéger? Il faut mettre en place ce qu'on appelle plusieurs niveaux de sécurité. Donc, le durcissement du réseau. Donc, il faut durcir, et c'est aujourd'hui la sécurité informatique. Ça prend exemple sur l'armée, sur les côtes de l'armée, etc. et beaucoup d'autres choses. Donc, aujourd'hui, même au-delà, autant des châteaux. Donc, regardez comment sont faits les châteaux. Il y a des forteresses. Avant même d'atteindre le château, principalement, il y a des niveaux. Et c'est comme ça que la sécurité se met en place. Parce que maintenant, à chaque niveau, il y aura toujours des contre-mesures à mettre pour pouvoir vraiment limiter. Aujourd'hui, la sécurité informatique sert à cela. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre en place une sécurité. Maintenant, aujourd'hui, il faut qu'on puisse limiter les dégâts. C'est bien de digitaliser, mais on va savoir que les gens vont nous attaquer. Et vous allez voir ces black hacks qui vont faire du n'importe quoi par rapport à ça. Parce que quand on met en ligne, les gens aussi vont pouvoir tenter de pouvoir pénétrer les systèmes d'information. C'est vrai. Maintenant, moi, ce que je propose, je me base toujours sur l'Estonie. On met en place ce qu'on appelle une infrastructure à gestion de clés publiques, le PKI. Quand on met le PKI, en fait, aujourd'hui, va créer un cercle de confiance. D'accord. Et ce cercle de confiance va mettre en place ce qu'on appelle une autorité de certification, une autorité de révocation et un ordonnateur pour montrer l'heure à laquelle et aussi une signature électronique. C'est très technique. Vous avez vu? C'est très technique. Et cette signature électronique-là, je pense que vraiment les experts qui vont suivre ça, ils vont comprendre. Et cette signature électronique-là va être quelque chose qui va être fait à partir d'un équipement de confiance. Et comme ça, aujourd'hui, moi, si je suis un inspecteur d'état civil, j'ai pas besoin vraiment d'être au bureau pour valider certains actes civils. Je peux être chez moi, en télétravail, on m'envoie des actes à valider, et avec mon PKI, parce que les PKI, il y a même des clés où tu mets qui sont temporaires, etc. Et une fois que tu le mets, ça va te permettre, en fait, de pouvoir gérer tout ce que vous voyez. Maintenant, au-delà de cela, la PKI, aujourd'hui, on doit voir la PKI comme aujourd'hui quelque chose qui va permettre de pouvoir assurer quelque chose de sûr par rapport à cela, même s'il n'y a pas de sécurité à 100%. D'accord. Merci. Vraiment, en vous entendant parler, on se rend compte à quel point le domaine informatique est profond. Des clés et tout ça. Moi, je fais informatique, mais je suis encore un bébé. Je suis encore un bébé dans l'informatique, mais là, j'entends vraiment des termes très techniques où tu te rends compte que l'informatique, c'est vraiment quelque chose de... C'est chaud, c'est fort. Je comprends pourquoi il y a beaucoup qui fuient, parce que c'est vraiment technique. Mais en parlant aussi de digitalisation, on va pas se mentir, on parle aussi de finance. Oui, on veut aller vers la digitalisation, mais ça demande beaucoup de finances. D'où la question, quels sont les impacts financiers qui viennent dans cette transition-là? Donc, pour cette question-là, je vais être bref, mais il y a deux options. Première option, c'est la partie négative, mais c'est temporaire. Parce que quand on va lancer ce processus-là, il faudra que l'État mette beaucoup de moyens, chercher même des partenaires financiers, et ainsi de suite. Mais une fois que tout est mis en place, là, on verra aujourd'hui que le coût va commencer à diminuer parce que les infrastructures sont déjà là, tout est là. Et là, on n'aura plus besoin d'acheter beaucoup de papier, d'encre, toutes ces autres choses-là qu'on utilisait. Donc, on va avoir un coût qui va diminuer. On va seulement faire de la maintenance, et ainsi de suite. Et on verra que le coût commencera à diminuer. Et d'ici quelques années, on va rattraper, en fait, tout ce qu'on avait investi. Mais au départ, ça va être très chaud. Oui. Là, on revient encore dans la participation de l'État. Vous venez de le dire. Qu'est-ce que l'État, les collectivités locales, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour aider des civils comme, par exemple, vous, à vraiment atteindre cette digitalisation-là? Ouais, tu sais, aujourd'hui, par rapport à un État, un pays, donc le premier acteur, c'est l'État. Donc aujourd'hui, l'État doit mettre d'abord les moyens. Comment mettre les moyens financiers, mais aussi ressources humaines. Il doit former. Si aujourd'hui on n'a pas des écoles qui sont ici, qui sont capables de former des gens pour cela, il peut payer pour que des gens aillent se former et reviennent avec les capacités. Aujourd'hui, toutes les grandes nations. Moi, aujourd'hui, j'ai eu la chance de visiter l'Inde. Je suis allé, j'ai visité le plus grande université, etc. J'ai visité aussi le secteur administratif. Je suis allé là où on fait la direction des élections. Ils ont mis en place un logiciel Made in India.
c'est des Indiens qui l'ont développé, qui ont mis en place tout le processus de A à Z. Ouais. Ils ont mis en place, je suis allé dans le plus grand parlement, donc l'Assemblée nationale. Oui. Je pense que l'Assemblée nationale, elle est plus grande même que Dakar Centre-Ville. Donc Wow. c'est un grand truc. Et ils ont digitalisé. Et tout ce qui est là-bas, c'est avec leur langue, avec leur propre logiciel, ainsi de suite. Parce que ils ont su aller dire à leurs ressources humaines d'aller se former. Donc moi, j'étais arrivé là-bas, tu sais, l'esprit sénégalais. Bon, je suis un ingénieur. J'entre dans la salle, je commence aussi à me présenter. Bon, je suis un ingénieur, etc. Mais 99%, c'était des docteurs qui étaient avec moi. Je vous dis, en Inde, pour ne pas rencontrer des gens qui ont fait Bac+8, c'est rare. Parce que il y a la compétitivité, ils sont nombreux, donc il faut faire des études poussées. Ouais, et donc, aujourd'hui, moi, après, j'ai dit, waouh, nous, on est loin. Est-ce que c'est pas même cette fibre qui nous manque pour arriver là où il faut? C'est ça, parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, aujourd'hui, avant cela même, c'est des gens qui sont de la partie mentalité. Donc, eux, ils ont mis en place tout ce qu'ils font. Ils ont dit, ils mettent en place ce qu'on appelle la spiritualité. Donc, c'est pourquoi si quelqu'un doit faire quelque chose, il va dire, ah, notre déesse Shiva va m'en vouloir. Je vois. Ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, nous, je pense, on doit reprendre cette partie culturelle-là. Qu'on a oublié. La formation, c'est bien. L'éducation civique, c'est bien, mais il faut qu'on ajoute des matières qui vont rappeler aux nouvelles générations, même aux grandes personnes. D'où on vient. Ça, c'est notre origines, notre identité. Etc. Et qu'on puisse vraiment réfléchir. Parce que maintenant, beaucoup de jeunes sont perdus. On pense comme de manière occidentale. C'est pourquoi aujourd'hui, l'immigration, les gens sont prêts à parler. OK, le pays va mal. Mais aujourd'hui, beaucoup d'autres ces pays-là, ça allait mal aussi. Ils se sont battus. Aujourd'hui, si on parle l'exemple de la Chine, si on parle l'exemple d'autres pays, ils se sont battus. Il y a une période où ça n'allait pas. Donc aujourd'hui, pour qu'un pays puisse se développer, c'est pas seulement l'État. Attention, il faut aussi que la population puisse se dire que ce pays nous appartient et qu'on doit aussi bosser pour que l'État vienne nous aider. Mais ça aussi, ça va pas faciliter à l'État de dire, OK, ma population bosse, moi je vais rien faire. Non. Il faut que les deux, l'État pousse, la population pousse. Et là, le pays va aller. Effectivement. Franchement, je suis tellement heureuse quand vous parlez comme ça parce que je trouve qu'on a pris la digitalisation comme les autres le font, en oubliant que les autres ont adapté à leur culture, à leur réalité. Et quand ça arrive en Afrique, on se retrouve à avoir des Africains qui utilisent l'informatique, mais pas comme il le faut, qui utilisent le numérique, mais pas comme il le faut. Est-ce que c'est pas un manque d'information? Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont calqué quelque chose qui n'est pas forcément comme eux? Je sais pas, en fait, comment le formuler. Mais il faut vraiment qu'on adapte notre culture à cette digitalisation pour qu'elle puisse mieux s'installer et qu'on puisse mieux la comprendre aussi, parce qu'il y a beaucoup qui ne la comprennent pas. C'est ça. Dans toutes les technologies que vous voyez, toutes les technologies sont bien, mais tout dépend de l'utilisation. Nous, on ne doit pas être des utilisateurs, de simples utilisateurs. On doit être des utilisateurs avancés. Par exemple, aujourd'hui, même dans les pays européens, je vais donner l'exemple, on va sortir un peu du contexte, l'exemple aujourd'hui des réseaux sociaux. Mais les Européens ont vu que même leur population, il y a des gens qui commencent à être à gauche. Et ils ont mis en place des contre-mesures. Et là, ils se battent contre les GAFAM. Ces gens-là qu'on appelle les GAFAM. Aujourd'hui, en Afrique, on n'a pas vu ces genres même s'il y en a, on le sent pas, ces genres d'organisations qui vont venir se souder et dire qu'on va lutter contre les GAFAM. Regarde l'UE. Ils se sont soudés et ils ont mis en place la RGPD. Donc, pour permettre de fixer des amendes par rapport à ces GAFAM, parce qu'ils savent que, comme ils peuvent pas les empêcher, ils vont alors trouver leur poche. Donc, ils font quelque chose, ils voient qu'il y a une violation des données personnelles. Ils payent. Et nous, en Afrique, on perd. Regardez, même aujourd'hui, je peux dire que l'Afrique fait partie des plus grands consommateurs. Mais aujourd'hui, tous les avantages sont donnés aux autres continents. Pourquoi? Aujourd'hui, TikTok, les gens créent des contenus ici en Afrique. Mais c'est pas rémunéré. Je pense qu'il y a un pays. Pourquoi? Ainsi de suite, ainsi de suite. Regarde combien de jeunes Africains sont sur TikTok ou sur d'autres plateformes. Et malheureusement, ils sont pas reconnus, ils sont pas... Et ça, aujourd'hui, on doit avoir une organisation forte qui doit dire à ces GAFAM, l'Afrique a besoin aussi d'être écoutée et entendue. Effectivement. On ne dit pas que votre technologie n'est pas bien, mais il faut la contrôler. Aujourd'hui, si vous allez en Chine, le TikTok chinois, c'est pas la même chose, hein? Parce que c'est des algorithmes. Donc l'algorithme analyse et il y a l'État qui lui dit ne fais pas le fou. Je veux que même si les gens font des recherches, parfois il y a des choses qui vont pas exister. Je veux qu'il ait ça. Pourquoi pas nous?
qu'on puisse imposer. Et ça, on l'a fait. Je pense même l'État du Sénégal, durant les manifestations électorales, ils ont bloqué TikTok. Et TikTok a pris peur, ils sont venus. Et ils ont dit ce qu'ils doivent comprendre. Oui. Donc, vous avez vu. Donc, aujourd'hui, si on reste unis, on pourra avoir un gain de cause par rapport à ça. C'est vrai. C'est pourquoi aujourd'hui, toutes ces technologies qui viennent, on doit les prendre, mais on doit les adapter, comme tu l'as dit, aux réalités. Effectivement. Et là, on pourra vraiment s'en sortir. Franchement, l'exemple, je l'avais oublié complètement, l'exemple de pendant les les manifestations, c'est vrai que TikTok était bloqué. Ouais. Et là, on s'est rendu compte de tous qu'en fait, on n'avait pas le monopole et qu'il y avait vraiment des dirigeants qui dirigeaient et je pense que ce serait une bonne idée de restreindre certaines recherches, ça nous permettrait d'être un peu plus vigilants, bien d'éviter beaucoup de catastrophes aussi. La prochaine question, c'est, on parlait des citoyens. En réalité, tout revient toujours aux citoyens parce que ce sont eux qui utilisent. Ce sont eux qui utilisent. Donc, comment les citoyens peuvent-ils bénéficier en termes de rapidité et d'accessibilité quand on parle de digitalisation? Ouais, vous avez dit les mots, hein. Ouais. Donc, eux, ils vont gagner en termes de rapidité et d'accessibilité. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le principal mot de ces citoyens et surtout transparence. Aujourd'hui, moi, si je vais chercher des papiers, je me dis, j'hésite. Parce que je me dis, si je vais perdre du temps. Je vais faire ceci, ainsi de suite. Maintenant, quand c'est digitalisé et qu'on a l'environnement, c'est facile pour chercher. Il suffit de s'identifier, de faire ainsi de suite et voilà. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, chaque citoyen ne pourra pas dire tel ou tel a utilisé mon code, etc. Parce qu'il y a la transparence, il y a l'efficacité et il y a la rapidité. Quelles sont les bonnes pratiques à suivre pour assurer une transition en douceur? Quelles sont les bonnes pratiques? Je pense tout à l'heure, on avait un peu effleuré. Oui, effectivement. Et par rapport à cela, aujourd'hui, je vais dire l'État d'abord. Une fois que l'État forme, elle doit aussi former des formateurs pour les populations. Donc aujourd'hui, comme de la même manière qu'on fait les recensements, il y a des gens qui vont venir expliquer ainsi de suite. On doit créer une équipe qui va passer, des équipes qui vont passer sur les différentes maisons, expliquer comment ça fonctionne. Et aussi, les radios, les télévisions, etc. doivent créer une émission spécialement pour ça, expliquer, rappeler aux gens, leur montrer, les expliquer, inviter des gens sur le plateau qui vont venir expliquer, qui vont parler et qui vont montrer comment ça fonctionne. Mettre des publicités, même mettre, je pense la population aime regarder les théâtres, les sketchs. Mettre même un sketch pour ça, montrer comment ça fonctionne. On a de grands stars aujourd'hui, Mamba Lambo, aujourd'hui qui est une personne que je respecte beaucoup, qui aujourd'hui c'est un comédien, mais un comédien qui sensibilise. Aujourd'hui, il peut venir et aussi faire aujourd'hui une petite publicité, montrer aux populations, les populations verront, ou bien même lors d'une de ces prestations, faire et la population pourra faire. Et comme ça, il faut qu'on descende le niveau. Parce que parfois, on aime élever le niveau de telle sorte que l'autre population va dire, nous, on n'est pas concernés. Parce qu'on se voit pas. On descend le niveau, on adapte la technologie. Regardez le BRT. J'aime beaucoup le BRT. On parle Wolof. Il y a le bus qui va parler en français, parler en Wolof. Donc aujourd'hui, même une grand-mère qui va rentrer là-bas, va écouter, on descend à tel arrêt, elle va dire, ok, je vais descendre. Mais si on parle français, anglais, mais cette grand-mère-là, qu'est-ce qu'elle va entendre? Vous avez vu? Et mettre les langues nationales, Peul, Pulaar, etc. Beaucoup de trucs. Et c'est ça qui va permettre aux gens de pouvoir vraiment voir que cette technologie nous appartient et on risque de l'adapter. Pourquoi aujourd'hui? Moi, parfois, les gens aiment dire, ouais, vous savez que le Sénégal, on a beaucoup d'analphabètes, on peut pas mettre ces choses-là, etc. Mais qui utilise le plus WhatsApp? C'est eux. Ils mettent des audios, ils envoient des images, etc. Comment ça se fait? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a montré comment ça fonctionne et il a trouvé son bonheur et il applique. Donc c'est cette même stratégie-là qu'on doit trouver. Comment donner l'envie aux Sénégalais de pouvoir adopter la digitalisation. Parce qu'on risque de mettre des infrastructures, on risque de mettre tout, même si on met la sécurité et tout. Mais si la population dit niet, ce sera niet. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi il faut vraiment prendre en compte la population. Pourquoi même faire même un préavis. Aller rencontrer d'abord, demander aux parents qu'est-ce qu'ils en pensent. Les gens vont vous donner des retours d'expérience. Et après, avec ça, on pourra mettre en place quelque chose dessus. Voilà. Mais ces nouvelles autorités sont en train de faire le coup. Parce que la dernière fois, j'ai même participé au dialogue numérique. Je ne sais pas si tu étais au courant. Donc, le ministère de l'économie numérique a mis en place, en fait, un dialogue numérique où il a même mis un site où tous les gens peuvent mettre le grain de sel par rapport à la nouvelle stratégie numérique. Regardez ça. Ça a été un bonheur pour moi.
quand j'ai vu que même ces nouvelles autorités sont en train vraiment de prendre en compte les aspects de la population. Moi, j'ai écrit, j'avais tellement envie de dire ce mais ça, je suis sûre que la boîte était pleine J'ai écrit et j'ai validé sur le site. Voilà. D'accord. Mais franchement, c'est une très bonne nouvelle. Il était vraiment temps. Par exemple, quand vous parlez des audios WhatsApp, c'est réfléchi. Il y a des gens qui savent pas écrire. On s'est dit, bon, forcément, ils se sont posé des questions, mais s'ils savent pas écrire, bon, qui peut faire des audios pour s'exprimer? Et si on peut faire, bon, pas calquer, mais essayer de s'inspirer de ces petites méthodes-là pour aussi essayer d'adapter des choses à l'Afrique, au Sénégal, ce serait vraiment, vraiment chouette. Les langues, on en a besoin. Moi, je dis à toutes mes émissions, lorsqu'on parle de, je ne sais pas parler ma langue. Mais s'il y avait enfin, on va dire ça comment, des outils qui me permettaient, dans ma vie en général, d'apprendre d'une manière facile ma langue, je l'aurais appris. Mais aujourd'hui, tout est français. Dès qu'on parle de digitalisation, c'est soit anglais, soit français, on oublie nos cultures, on oublie de là où on veut, mais on oublie aussi qu'il y a beaucoup, on va dire même, bon, je vais pas dire la majorité, mais une bonne partie de la population qui ne parle pas forcément le français ou l'anglais. Et si on veut que la digitalisation touche tout le monde, il faudra l'adapter à nos cultures. Vous avez parlé de l'Inde, de l'Estonie, mais il y a une question aussi. Existe des modèles internationaux dont nous pouvons nous inspirer? Au début, on a parlé de l'Estonie et de l'Inde. Est-ce qu'il y a d'autres modèles? La Chine. En fait, tu sais pourquoi moi j'aime donner l'exemple de ces pays-là. Aujourd'hui, l'Afrique a beaucoup à gagner de ces pays asiatiques, ou ce qu'on appelle les bébés tigres, ou les tigres. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis, en fait, c'est des anciennes puissances qui ont déjà eu cette maturité. Maintenant, les autres ont travaillé et là, ils sont en train de vraiment s'en sortir. Donc, nous, aujourd'hui, on doit s'inspirer de ces pays. Pourquoi je suis allé en Inde? C'était lors d'une visite culturelle parce que l'ambassade de l'Inde a sélectionné des jeunes Sénégalais dans différents métiers. Donc, il y avait des politiciens, des médecins, etc. Et moi, dans mon domaine d'informatique, on m'a amené. Donc, on a visité, en fait. Ils voulaient nous montrer comment se passe dans leur pays. Comment ils ont su développer un modèle économique, scientifique, etc., etc. Aujourd'hui, est-ce que vous savez, il y a des universités indiennes où des gens viennent des États-Unis, des autres, pour se former. Pourquoi pas en Afrique? Alors qu'aujourd'hui, en Afrique, imaginez, aujourd'hui, que ça soit l'Europe ou même les continents américains, etc., ils ont un problème de main-d'œuvre et ils sont en train de rafler toutes les têtes qui sont ici au Sénégal et en Afrique. Ils sont en train de donner des visas, etc. et ils vous amènent. Donc, la fuite des cerveaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on doit développer un modèle qui va permettre ces gens-là aussi de rester, de pouvoir dire je vais travailler pour mon pays. Mais aujourd'hui, quand tu essaies de travailler pour ton pays, malheureusement, avec l'ancien régime, on va dire que ouais, moi, j'étais surnommé le boy à problème. Parce que moi, si tu regardes dans toutes mes publications, j'étais quelqu'un en fait qui n'hésitait pas à descendre l'administration. J'avais pas ce problème. C'est pourquoi j'ai pas eu la chance vraiment de travailler dans l'administration. Je descendais, j'avais mes postes, je voyais des choses et je mettais les postes et je descendais. Quand le ministre a commencé à mettre en place ces blocages numériques-là, va voir sur mon blog. J'ai écrit plus de 3 ou 4 articles où je descendais le ministre. Donc, en fait, j'ai toujours été comme ça, en fait. Parce que moi, aujourd'hui, je me dis qu'aujourd'hui, on ne doit pas, pour des convictions personnelles, nuire aux autres. Aujourd'hui, les blocages-là qu'on a mis en place, ça nous a tellement mis en retard par rapport aux idéologies de Internet. Parce que Internet, c'est quoi sa principale ressource? C'est être libre. Il faut être libre. Et aujourd'hui, on a bloqué ces libertés. Pourquoi? Pour des enjeux politiques. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je pense qu'avec ce nouveau régime qui a même vécu cette injustice, eux, ils sont en train vraiment de mettre un travail. Et je pense que ça va nous donner envie de rester et de travailler. Sinon, on aura une grosse surprise. Mais là, jusqu'à présent, on a de bonnes surprises. Et on pense que si tout se passe bien, le Sénégal sera le hub en Afrique de l'Ouest et même dans toute l'Afrique sur la partie digitale. Parce qu'on a de bonnes ressources. Quand je vous entends parler, on sent beaucoup de passion pour la thématique. D'où vient cette passion? Parce que vraiment, je sais pas si mais quand vous parlez de ça, de cette digitalisation, on sent vraiment une implication, vraiment. Vous aimez parler de ça vient d'où? En fait, c'est l'informatique. Je suis tombé amoureux de l'informatique d'une manière générale. En fait, moi, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, j'ai le pseudo Route SN. Les gens me connaissent sous le nom de Route SN. Donc, aujourd'hui, c'est mon nom d'informaticien. Aujourd'hui, moi, je me dis que je fais partie, en fait, aujourd'hui, je vois comme le Sénégal comme un système d'information. Et moi, je fais partie des utilisateurs avancés, des admins
qui gère, en fait, c'est comme ça que je vois, en fait. C'est pourquoi, en fait, quand je vois quelque chose qui touche le Sénégal au niveau digital, je m'oppose. Quel que soit le régime, quelle que soit la personne, je m'oppose. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que aujourd'hui, on ne doit pas rater cette révolution-là. Et cette nouvelle révolution-là, c'est la partie numérique digitale. Et nous, on doit se placer parce qu'on a la ressource, on a des gens qui sont hyper intelligents. On a des cracks. Je vous dis, la personne qui gérait le centre de Google en Afrique, c'est un Sénégalais. Ah ouais. Et après, il a démissionné, il a créé son propre truc. Donc, on a tellement de têtes. Aujourd'hui, la personne qui a co-hacké, quand je dis co-hacké, il était avec un Chinois, ils ont hacké la Tesla mobile. Wow. C'est un Sénégalais, il s'appelle Ahmed Kama. Et on l'a montré à travers tout le monde. Donc, et des exemples, beaucoup d'exemples aujourd'hui que je peux donner. Facebook a eu aujourd'hui, il y a 2 ans, 3 ans, une faille. Et c'est un Sénégalais qui l'a trouvé, un jeune, on est promotionnaire. Et même Facebook l'avait récompensé. Donc, on a des talents nationaux, on a des champions nationaux. Et ces champions-là, malheureusement, parfois, ils sont pas écoutés. Mais je pense qu'avec cette nouvelle, et c'est pourquoi je lance un appel, vraiment au président et son premier ministre, de pouvoir être à l'écoute de sa population. Et aussi, nous, notre ministre concerné, de pouvoir être à l'écoute des acteurs du numérique, parce qu'on est là, on aime le Sénégal et on aimerait vraiment faire avancer le Sénégal. Et effectivement. Et aussi qu'ils soient connus. C'est dommage que la jeunesse qui est la relève de demain ne connaisse pas ces figures emblématiques-là, on ne les connaît pas. Et c'est qu'il y a vraiment un manque d'information, il y a vraiment un manque de mise en valeur de ces différentes personnes qui agissent, mais dans le secret. Il faut les sortir de l'ombre pour qu'on puisse les voir et qu'ils puissent nous inspirer. Pourtant, les journaux mondiaux, on parle d'eux. Mais la jeunesse d'aujourd'hui, au Sénégal, c'est compliqué. Ouais, tu es roi dans d'autres pays, mais dans ton pays, t'es pas roi. Ouais, effectivement, c'est vraiment, bon, les médias aussi doivent jouer un rôle. On doit montrer, sortir les personnes qui sont dans l'ombre importantes et les mettre en lumière. C'est vraiment le rôle qu'on doit jouer. Je vais m'intéresser à votre parcours. Vous êtes consultant en cybersécurité. Quel a été votre parcours, la formation pour arriver là? Ok. Donc, moi, j'ai d'abord fait un BTS en maintenance informatique. Ok. Donc, je me suis dit, pour maîtriser l'informatique, il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Surtout l'équipement électronique là. Donc, je me rappelle que il y a ma tante qui était informaticienne et elle fait partie des premières personnes qui ont ouvert un cyber. Okay. Moi, si je vous dis, j'ai commencé avec Windows 98. J'ai même vu Windows 95. Tu vas pas me croire. Et je suis jeune, hein. Dans le monde informatique, je suis très jeune. Mais j'ai utilisé Windows 95 avant d'utiliser Windows 98. Et j'ai fait Windows XP et tous les autres Windows actuellement. Après, autant de ces grosses machines-là. Donc après, quand l'informatique a évolué, il y a les nouveaux PC qui sont sortis. Et là, il y avait tous ces carcasses-là qu'elle a amenés chez nous. Et je me suis dit, waouh! Je me levais, j'ouvrais, je connectais les fils, les trucs explosaient. Et je me suis dit, ça me permet de comprendre. C'est pourquoi quand j'ai commencé à faire ma première année en informatique, j'étais déjà à l'aise. En fait, c'était comme si j'étais parti seulement pour chercher un diplôme. J'étais à l'aise, en fait. Que ça soit dans le câblage, maintenance, ouvrir, j'étais à l'aise. En fait, j'avais de bonnes notes. Et après, j'ai eu mon BTS. Après, quand j'ai eu mon BTS, je suis allé faire un DTS en télécom, réseau. Donc, une fois que j'ai terminé ça, c'est là que j'ai entendu parler de la cybersécurité. Et ces temps-là, les gens disaient cybersécurité, cybersécurité. Et je suis allé faire une licence en SSI, sécurité des systèmes d'information. J'ai eu une licence en sécurité et après, j'ai continué au master et j'ai fait un master en management de la sécurité des systèmes d'information. Donc, j'ai fait beaucoup de choses, en fait. J'ai fait des dépendances. J'ai eu, là où je travaille, IT for Life, qui est une entreprise de services informatiques dédiée aux ONG, entreprises sociales et associations, basées en France et en toute l'Afrique de l'Ouest. J'ai eu à faire beaucoup de missions. Donc, dans la sous-région, etc., ici au Sénégal, Casamance, beaucoup de régions, et ainsi de suite. Donc, j'ai eu à faire beaucoup de consultances. Bon, les consultances, je vais pas dire pour des raisons de confidentialité, mais j'ai fait beaucoup de consultances ici pour de grosses boîtes, où c'était moi qui étais en priorité, où on m'a joint, en fait, pour que je fasse partie de l'équipe. Mais ça m'a permis vraiment de comprendre les enjeux. Et durant, les Covid, je vais vous raconter cette petite histoire. Il y a IT for Life qui m'avait engagé pour que je fais tous les hôpitaux du Sénégal pour pouvoir installer du Wi-Fi aux malades. Je pense, après, même je vais t'envoyer une photo, tu vas lire. On m'a masqué en fait. Et j'étais là avec ma perceuse et tout. Et j'entrais dans la zone où on disait malade infecté. Et je mettais en place les câbles, j'installais. Je suis parti à Fan. Je suis parti à la base militaire aérienne. Je suis parti à Diamniadio. Donc j'ai installé et
Les gens autour de moi avaient peur, en fait. Si tu attrapes ou autre. Mais moi, je me disais que je faisais du bien. Et donc, rien ne va m'arriver. Et j'étais en contact avec les malades. Parce que cette partie-là, on disait que personne ne rentre pas au truc. Mais j'avais ma combinaison et je partais. Et je me disais chaque jour, il y a Dieu qui était avec moi. Et là, il y a la passion aussi. Et j'ai fait beaucoup de missions. Il y a beaucoup d'autres choses que j'ai eu à faire. Je pense, aujourd'hui, si on devait l'étaler. Et je répète, je suis toujours jeune dans le domaine de la cybersécurité informatique. Mais tout ce qui me donne cette motivation-là, c'est la passion. J'aime trop l'informatique. J'ai une machine que presque tous les informaticiens connaissent. Ça s'appelle, je vais même donner un nom, Patricia. Cette machine depuis la L2. Et cette machine, elle vit toujours avec moi. Vous l'utilisez? De temps en temps, je l'allume. Parce que là, maintenant, elle n'est plus trop performante. Mais de temps en temps, je l'allume. Et la machine fonctionne. Et elle est plus rapide que certaines machines, même nouvelle génération. Parce que je l'ai modifiée, j'ai mis en place des choses, etc. C'est cette passion-là, en fait. Aujourd'hui, au sein de là où je travaille, je vais avec passion. Je fais d'autres choses et je donne des cours dans plusieurs écoles au Sénégal. Il y a EMI, il y a ECPI. Et d'ailleurs, même ECPI, l'année passée, ils m'ont nommé président du centre, du premier BTS cybersécurité au Sénégal. Donc, il y a eu beaucoup d'honneurs derrière, etc. Et tout ça, c'est la passion. Là. Moi, c'est ça que je vais dire aux gens qui me suivent, surtout les jeunes. Il faut être passionné de ce que vous faites. C'est vrai. Pas toujours mettre l'argent au centre. Quand vous le mettez, on vous éteint vite, en fait. Il faut être passionné, il faut faire quelque chose qu'on aime. C'est pourquoi chaque jour, quand on se réveille, on a cette motivation-là, sauf les lundis. On a cette motivation-là d'aller travailler et de se donner à fond, en fait. Parce qu'on aime ce que l'on fait. Parfois, il y a des missions que je fais, même les dimanches, je travaille. Je travaille jusqu'à des heures, 3 heures du matin, 4 heures, 5 heures. Parfois, même, je me dis, mon cerveau aura des problèmes un jour où je vais dire maintenant, je vais faire une vie civile, entre parenthèses. Parce que moi, je ne peux pas dormir au-delà de... Au moins, il faut qu'il y ait 2 heures du matin ou au-delà pour que je puisse dormir, en fait. Parce qu'il y a cette passion-là, en fait. Et j'aime toujours découvrir de nouvelles choses. J'apprends jusqu'à présent. Je suis un gros apprenant. Parce qu'aujourd'hui, quand tu donnes des cours, il faut toujours aller chercher l'information. Parce que cette nouvelle génération-là, ils sont très bons. Ils sont très futés. Parfois, ils connaissent les choses. Ils font comme moi, ils vont chercher un diplôme. Donc, vous pouvez être dans une classe où il y a un étudiant qui est très bon. Et parfois, il peut vous humilier. C'est pourquoi il faut toujours aller vous former. Et c'est ça, c'est un conseil que je donne aux gens qui jouent au formateur. Il faut se former et être à jour. Comme ça, aujourd'hui, moi, toutes les classes que j'ai eu à avoir dans les différentes écoles, chaque année, s'ils devaient donner les mêmes cours, ils vont voir que c'est pas la même chose. Parce que moi, j'ai même pas de diapo. Je viens, ce que j'ai en tête, c'est comme ça que je parle, je donne des recherches, des exposés. Donc, c'est la formation réinventée. C'est les étudiants qui vont apporter, on fait des exposés, après moi, je calibre. Je vois. Et c'est comme ça que je fais ma formation. Et surtout que l'informatique, c'est une continuité. J'ai l'impression que chaque moment, il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui sort. C'est actualisé, on va dire, tout le temps. En tout cas, la passion, ça se sent. Lorsque vous parlez, lorsque vous dites les termes, on sent une personne passionnée qui est là-dedans depuis. Et comme disent les sages, quelque chose que tu fais avec passion, tu te fatigues pas. Et tu le fais avec le cœur parce que tu aimes ce que tu fais. Malheureusement, il y a beaucoup qui font des travaux, bien qui travaillent pas forcément parce qu'ils aiment, mais juste pour avoir de l'argent. Mais c'est important de faire un boulot qu'on aime pour mieux le faire. C'est ça. Ça, c'était votre mot de fin ou bien vous avez quelque chose à dire à la caméra? Comme d'habitude, moi, j'aime sensibiliser. Chers téléspectateurs, il faut savoir que sur Internet, rien n'est gratuit. Dans la majeure partie des cas, vous êtes le produit. C'est vrai. Ça, c'est sûr. C'est ça. D'accord. Mesdames et messieurs, vraiment, je suis très, très heureuse de cette émission parce que j'ai beaucoup appris. Vraiment, vraiment beaucoup. Vous pouvez même pas imaginer. Je rappelle qu'aujourd'hui, on parlait des enjeux de la digitalisation. Monsieur Dacosta nous a vraiment éclairci sur le sujet. On en a tellement parlé aujourd'hui. Je pense que là, aujourd'hui, on sort de l'émission Science Tech très fournie. Donc, je rappelle qu'on était avec monsieur Gérard Joseph Francisco Dacosta. C'est un consultant en cybersécurité, mais il travaille aussi dans plein d'autres choses. Je vous conseille d'aller le suivre sur les réseaux. Franchement, son profil est fourni. C'était un plaisir d'être avec vous. Je rappelle que nous sommes sur la télé École, la chaîne 100% éducative. Nous étions sur le plateau de Science Tech. On se revoit pour une prochaine fois, une autre émission, un autre invité, une autre thématique. Restez avec nous sur la télé École. Au revoir.